Une enquête de TVA sur un présumé pédophile sur Internet est reprise par la police. Maxime Landry, c'est encore une fois une histoire de chat. Un individu qui offrait ses services sexuels à un jeune de 13 ans. Les enquêteurs de la cybercriminalité sont sur sa piste. Opération contre la prostitution juvénile à Québec, des dossiers de clients connus auraient été jusqu'au bureau d'un sous-ministre. Claude Poirier, le ministre Marc Bellemare, vient justement de mettre un bémol là-dessus. Selon le ministre Marc Bellemare, qui vient de tenir un point de presse à Hall, pour l'instant, il n'est pas question de vérifier le travail du sous-ministre Bouchard. Brigitte Bédard, quel genre de fin de semaine est-ce que vous vous préparez? Un week-end plutôt gris pour le sud-ouest du Québec, mais demain à l'est, il y aura un peu de soleil. Et 9 comédiens des Invasions barbares rentrent à Dorval. La réception du film à Cannes a dépassé leurs espérances. On commence d'abord ce soir par vous parler de ce fameux projet Scorpion. Il y en a abondamment de questions d'actualité au cours des derniers jours et des dernières semaines. Vous vous souvenez, 3 vagues qui ont permis l'arrestation de 17 personnes, le démantèlement du Wolfpack, réseau de prostitution juvénile. Une affaire qui a fait jaser à Québec, qui a permis l'arrestation de gens connus. Et là, Denis Thériault, des informations tout le moins troublantes révélées par Allo-Police et notre collègue Claude Poirier quant à de possibles implications politiques ou intrusions politiques dans cette enquête. Ben voilà, Jean-François. D'abord, Allo-Police, dans son édition de ce matin, affirme que des artistes ont été enquêtés, mais qu'ils n'ont pas encore été accusés, que s'il y a des nouvelles preuves, il pourrait y avoir des accusations. Son éditeur en a rajouté aujourd'hui en disant qu'un ou des clients enquêtés auraient été en quelque sorte protégés au bureau du sous-ministre, donc que les accusations auraient été bloquées à ce niveau. Une première réaction du ministre de la Justice, Marc Bellemare, eh bien, il dit que ces allégations ne reposent sur aucune preuve, qu'il a confiance en son sous-ministre, qu'il ne demandera pas d'enquête sur ces allégations donc du journal Allo-Police aujourd'hui. Il y a l'ancien ministre de la Justice, Normand Jutras, qui dit que, bon, évidemment, il peut commenter, mais de façon très limitée, compte tenu de la délicatesse du dossier, mais il dit qu'il arrive à l'occasion que le sous-ministre est mis au courant des accusations qui s'en viennent pour certains dossiers. De là à ce qu'il y ait de l'ingérence et de la protection, selon Normand Jutras, c'est tout à fait impossible. Mais le rôle du sous-ministre, il est plus informé, lui, à savoir une accusation va être portée contre tel individu. C'est comme ça que ça procède. Alors, c'est pour ça que je serais le gars le plus surpris du monde, moi, qu'il y ait eu une intervention dans le sens là, de ce qu'on laisse entendre là, pour arrêter un processus. Ça, là, je crois pas ça. Non. Et il y a aussi la police de Québec qui a réagi. Voilà, la police de Québec qui dit qu'il y a 17 proxénètes et 17 clients qui ont été arrêtés. Donc, c'est ce que la preuve permettait de faire dans un premier temps. Donc, tous ceux qui devaient être accusés l'ont été. Et également, la police de Québec affirme qu'il n'y a pas eu d'interférence, il n'y a rien eu d'influence pour essayer de changer le cours de cette enquête. Et ces dossiers-là ne sont pas fermés. Il n'est pas dit qu'avec d'autres preuves, les policiers ne sont pas en mesure de procéder à ces arrestations de gens. Les policiers ont toujours dit que si de nouveaux éléments apparaissaient, ils allaient tout de suite procéder et si au besoin, arrêter les personnes qui seraient dues pour être arrêtées. Merci, Denis. Au revoir, Jean-François. Au revoir. Et puis, peut-être avez-vous regardé hier midi l'émission danslamière.com. Ma collègue Jocelyne Cazin et son équipe ils ont été d'une révélation, en tout cas d'une preuve assez troublante sur un garçon qui a été abordé par l'intermédiaire d'un chat sur Internet par un présumé pédophile qui lui a fait des avances, vous allez constater, ma foi, assez directes. Et elles ont été mises en contact. Ce pédophile-là, on lui a donné un rendez-vous à un endroit. Et justement, Maxime Landry, ce dossier-là a eu des développements aujourd'hui. Les policiers, en tout cas, soutiennent que c'est assez sérieux pour s'intéresser sérieusement à cette affaire-là. Exact, Jean-François. Ce sont les policiers de la Sûreté du Québec, section cybercriminalité. Vous voyez que la police évolue elle aussi, qui a donc repris ce dossier-là. Un dossier amorcé par nos collègues de Dans la Mire. Je vous raconte brièvement les faits. Plutôt cette semaine, c'est qu'un jeune de 13 ans qui est en train de chatter. Heureusement, l'ordinateur est en plein milieu de la maison. Et là, soudainement, il s'aperçoit qu'il y a un individu qui lui offre des services sexuels. C'est très explicite. On lui offre de l'argent, de la drogue comme récompense. Tout de suite, il alerte ses parents. Et ses parents continuent de se faire passer pour le jeune, continuent de chatter pour accumuler de l'information. Notre collègue de danslamière.com participe même à ces informations-là. Et là, vous allez voir sur les prochaines images, il y a même un rendez-vous qui a été fixé dans un parc au nord de Montréal.
Et là, on croit donc avoir retrouvé le cyberprédateur, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a donc une conversation qui est engagée. L'homme se rend bien compte finalement que ce n'est pas un jeune de 13 ans qui est là, mais bel et bien notre journaliste. Ce sont les images qu'on voit présentement. Exactement. Et donc, l'homme décline une fausse identité et s'en va. Sauf que l'enquête est à ce point éloquente que les policiers ont repris le dossier. Vous allez voir que ça rend quand même les parents davantage sécuritaires par rapport à Internet qui, eux, sont passablement inquiets jusqu'ici. Comment? Ouais, François Roux. OK. Moi, là, je suis une fois. Écoute, je suis un parent, hein? J'ai 3 adolescents, moi, dans la maison. Fait que la première chose que les policiers, ils peuvent rien faire, fait que j'ai dit, ben écoute, moi, je vais le cuisiner assez que je vais obtenir des informations. Puis c'est ce qui est arrivé. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de contact comme tel, mais il y a une nouvelle disposition dans la loi qui permettrait de procéder à des accusations. Un nouvel article dans le Code criminel, l'article 172.1, on parle de l'heure, on parle d'ordinateur. Donc, vous voyez aussi que le Code criminel doit s'ajuster. C'est un article qui est en vigueur depuis seulement 2001 et c'est cet article-là qui pourrait être évoqué advenant des accusations-là. Merci, Maxime. Au revoir. Maintenant, il y a une bien mauvaise nouvelle pour les gens de Toronto. On pensait en avoir fini avec cette épidémie de SRAS, de pneumonie atypique. Voilà que depuis hier soir, on se retrouve là-bas avec 5 nouveaux cas sur les bras. On rejoint Emmanuel Latraverse. Emmanuel, ce sont donc les premiers cas, depuis environ un mois lors de ce tournoi. En fait, elle tente de se qualifier pour les 2 rondes de la fin de semaine. Ça ne regarde pas bien présentement. Il faut dire ça a bien commencé, mais là, ça se gâte un petit peu et les prix plus cher. Parce que sur le circuit des hommes, vous savez, c'est une compétition de coq, bien souvent. Elle sourit à tout le monde. Elle envoie la main à tout le monde également lorsqu'elle joue. Et ça, c'est très rare parce que même Tiger Woods, ils vont le faire lorsqu'ils ont réussi leur coup. Mais elle, les gens disent bravo Annika, allez-y, c'est Annika, et elle va envoyer la main aux gens. Peut-être que ça joue sa concentration un petit peu, par exemple. Ça, c'est possible. Mais elle, de toute façon... Elle s'est mis de la pression. Elle s'est mis énormément de pression. Elle avait un rêve. Elle voulait vraiment se tester, voir qu'est-ce qu'elle était capable de faire. Et le moins que l'on peut se dire, c'est que c'est impressionnant. Mais on savait qu'elle ne pouvait pas tenir le coup tout le temps avec des coups de départ de peut-être 245 heures, alors que les hommes, ils sont peut-être dans le 280-285 de moyenne. Les terrains sont plus longs. Mais quand même, c'est une très belle démonstration qu'elle donne et sa position est absolument phénoménale. Mais malheureusement, il y a très peu de chance. Je pense que ça va prendre le miracle pour qu'elle réussisse à faire la coupe en fin de semaine. Elle aura en tout cas brisé certaines barrières. Ah, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci, Jean-Paul. Au revoir. Et puis, l'un des rares moments heureux par les temps qui courent en Algérie à la suite de ce terrible tremblement de terre qui est survenu mercredi. Des secouristes ont sorti vivante une fillette de 2 ans et demi des décombres d'un immeuble. Elle aura donc passé, imaginez, 36 heures coincée dans les ruines. Malheureusement, le bilan du tremblement de terre, lui, s'est encore alourdi. On parle maintenant de 1600 morts. Ici à Rolgagny à Montréal, le bureau du coroner publie 2 rapports et dénonce les mesures de contention dans certains hôpitaux du Québec. Et à Montréal, les sous-traitants cessent de planter les fleurs, car ils ont peur de se faire planter par les cols bleus. Mise en quarantaine au cours des dernières heures par les autorités. On sait qu'il y en avait déjà 8 en Alberta, 2 en Saskatchewan, donc ça porte le compte à 13 fermes partout au Canada. Maintenant, ce qu'on a appris, en fait, ce qui a permis aux autorités de déterminer ces 3 fermes-là, c'est parce qu'ils ont retracé 75 veaux qui sont soit de lignée directe ou indirecte avec la vache contaminée. Donc, on n'a pas pris de chance, on a isolé les 3 fermes. Ce qui va se passer au cours des prochaines heures, c'est qu'on va retirer les vaches des fermes, on va les abattre et par la suite, la levée de la quarantaine va se faire et tout va rentrer dans l'ordre pour ces 3 fermes-là en Colombie-Britannique. Est-ce qu'on en sait plus maintenant sur les causes là, de tout cet émoi, finalement? Bien, en fait, on sait que la vache contaminée a séjourné ou transité dans 9 fermes au cours de sa vie. Par contre, on ignore toujours son lieu d'origine, où elle a pu naître, en fait, pour retracer là, les autres qui auraient pu être contaminées. Les autorités ont quand même émis une hypothèse et ils avancent de plus en plus. Ils disent que la bête aurait pu être infectée par des aliments contaminés, des aliments animaux qui sont bannis au Canada depuis 1997. Alors, pour l'instant, on n'a toujours pas de preuves pour prouver cette hypothèse-là. Par contre, en abattant les troupeaux, on va pouvoir faire les tests appropriés et vérifier s'il y avait d'autres animaux qui ont été infectés également par de la nourriture contaminée. Merci, Louise. Au revoir. Au revoir.
Maintenant, le bureau du coroner dénonce aujourd'hui dans 2 rapports distincts certaines façons de faire qui sont utilisées dans des centres hospitaliers ou des centres d'hébergement pour personnes âgées. Vous savez, des gens qui sont continuellement attachés, souvent sans surveillance, alors que ça ne devrait pas du tout être le cas. Harold Gagné, d'ailleurs, il y a un jeune déficient intellectuel qui serait mort avec cette méthode-là. Ouais, une triste histoire, Jean-François. Ça s'est produit en 2000. Jonathan Dubé, qui avait 24 ans, qui est décédé à l'hôpital de l'Annonciation. Il était déficient intellectuel, avait de graves problèmes de comportement. Alors, on l'a retrouvé tout simplement étouffé au centre hospitalier de l'Annonciation. Vous allez probablement voir les images. Il était assis sur une chaise. On le gardait presque constamment en contention parce qu'il était agité. Alors, voilà la chaise. Et à un moment donné, pendant la sieste, on le laisse tout seul pendant peut-être une demi-heure dans cette salle-là. Et un infirmier le découvre étouffé par ses sangles. Alors ce matin, j'ai rencontré l'avocate de la famille parce qu'il y a une poursuite qui a été intentée contre le centre hospitalier et 3 médecins, une poursuite de 400 000 $. Voici ce que le coroner Ferland reproche au centre hospitalier de l'Annonciation. Quant aux circonstances immédiates du décès, le coroner retient que le personnel n'était pas formé pour contentionner Jonathan et que le matériel était désuet. Il y a ce cas-là et il y en a un autre du côté de Québec également. Oui, Jean-François, c'est une dame de 77 ans, Marie-Louise Brunard. Ça s'est passé dans un centre pour personnes âgées, un centre privé, le centre Montserrat. Et c'est arrivé en 2001. Donc, voici Madame Brunard. On l'a retrouvée. Elle était attachée, elle également, mais à son lit. Et puis, pendant la nuit, c'est un infirmier qui l'a découvert. Là, il pendait au-dessus du sol. Et sur le coup, on n'a pas informé tout de suite le bureau du coroner. C'est un reproche que le coroner fait aujourd'hui. On demande plus de formation. On veut également accentuer les normes au niveau de la contention parce qu'on dit qu'il y a trop de contention. Il y en aura peut-être toujours parce qu'il y a des gens qui sont agités, mais encore faut-il les surveiller. Alors, je vais vous donner beaucoup plus de détails, enfin tous les détails, au bulletin de 18 h sur ces histoires qui font au moins 3 morts par année dues à la contention dans les centres hospitaliers et les centres pour personnes âgées. Un problème sérieux. Merci, Harold. À plus tard. Maintenant, il y a un nouveau, on le sait, il y a un problème de relation de travail présentement entre la Ville de Montréal et ses cols bleus. Il y a eu, on en a parlé dans les dernières semaines, certaines intimidations de la part des cols bleus qui ne sont pas contents que certains travaux soient menés par des sous-traitants dans certaines villes, particulièrement certaines villes de banlieue autour de Montréal. Et ça cause des problèmes, notamment au niveau de la plantation de fleurs. Vous voyez des images